Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission sur l'ensemble de l'océan Indien que l'on produit toutes les semaines, entièrement consacrée à l'environnement, et ça fait déjà 3 ans que ça dure. Et on s'en félicite grâce à nos partenaires. Aujourd'hui, on va parler de l'agriculture. Alors on nous dit souvent, il faut manger local. Oui, mais c'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple, Anne-Constance ? Parce que les produits locaux sains ne sont pas forcément si évidents que ça à trouver. Oui, et puis c'est peut-être aussi une histoire de goût. Hein. Malheureusement, la malbouffe fait aussi des ravages ici à Mayotte. Alors revenons à des valeurs sûres, le produit du territoire. En tout cas, moi j'y crois. Allez, agir pour l'environnement au quotidien, bien sûr que c'est possible. En tout cas, moi j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir ce que veut dire être un maraîcher ici à Mayotte. Entre exigences réglementaires et agriculture illégale, la vie n'est pas simple tous les jours. On va discuter de tout ça avec nos invités. On aura Bastien Chalagiro qui est avec nous, chef du service économie agricole de la DAF. On aura également Fouadi Salim, président de la COPAC, et puis Anne-Marie Aurousseau, chargée de mission à la ARS, en charge donc de l'alimentation et de l'activité physique. Nous comprendrons grâce à cette émission comment développer l'agriculture locale et comment accompagner ces professionnels qui travaillent pour nous nourrir dans un contexte où les problèmes de surpoids sont très sérieux. Et puis en fin d'émission, on aura Anne-Constance Onguena qui nous rappellera quelques chiffres. Alors l'agriculture à Mayotte se développe, mais elle a 2 visages. Hein. D'un côté, des professionnels qui prennent soin des sols et des produits cultivés. Et puis, l'autre côté du visage, c'est l'agriculture illégale, bien évidemment, hors de tout contrôle et de toute règle qui nuit au développement serein de ceux qui cotisent et qui s'organisent, bien évidemment. Est-ce que vous savez comment fonctionne une coopérative agricole ? Eh bien, moi, non. Tiens, on va le découvrir ensemble avec ce reportage signé Pierre Bellucci et Daniel Dunon. À Mayotte, selon les dernières études connues, 35% des hommes et 32% des femmes sont en surpoids. La prévalence du diabète s'élève à plus de 10% de la population contre 5% en France métropolitaine. Des chiffres bien souvent liés à une mauvaise hygiène alimentaire, vulgairement appelée malbouffe. Pour tenter d'inverser la tendance, des programmes de promotion des produits locaux ont été mis en place, notamment par la DAF qui soutient les coopératives agricoles. Accompagner les agriculteurs de la COPAC sont accompagnés pour proposer des produits plus sains à la population. Tout producteur de la COPAC a suivi une formation pour utiliser ces produits pesticides. Et à partir de là, à force de sensibiliser, on a remarqué nous-mêmes que dans notre coopérative, beaucoup de gens commencent à prendre un virage plutôt vers l'agriculture raisonnée. Cela veut dire qu'on ne peut pas dire que 0 pesticides, mais vraiment ils utilisent ça que quand il faut le faire. Mais ils évitent. On évite vraiment d'utiliser les pesticides chez nous. Et il y en a qui s'orientent carrément en agriculture biologique. Chaque jour, aux alentours de 16h, les 15 producteurs qui composent la coopérative reçoivent un message du commercial qui leur annonce les produits et les quantités dont la COPAC a besoin. Entre 80 et 100% des productions sont ainsi vendues grâce à la coopérative. Et s'il existe un surplus, un marché de vente directe est organisé tous les mercredis et vendredis à Combani. De quoi permettre aux agriculteurs de se consacrer pleinement sur leur production. On n'a pas le souci de savoir où je vais vendre, quand je vais vendre, comment je vais faire pour que ça soit acheté, comment ça va faire pour que je communique pour qu'il y ait de la publicité. Mais le seul souci qu'on a le matin, c'est comment produire en grande quantité et en qualité. Et là, ici, la coopérative, eux, ils s'occupent de tout ce qui est la commercialisation. Donc ça nous fait un travail à moins. Autre avantage d'intégrer une coopérative, les aides accordées par l'Union européenne. Elles sont attribuées au kilo et constituent un gros plus pour tous ces agriculteurs locaux. Aujourd'hui, on a les aides de l'Union européenne qu'on appelle donc les aides au kilo. Donc une fois que c'est vendu, il y a une traçabilité qu'on sait qu'on a vendu tant de kilos, tel producteur a vendu tant de kilos d'ananas, tant de kilos de je ne sais pas quoi. Et il y a des aides qui viennent se rajouter, par exemple 20 centimes en plus par kilo. Eh bien, quand vous avez vendu 1 tonne, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et donc ces aides au kilo sont très importants, qu'on ne peut pas les avoir si on n'est pas organisé dans une structure.
Si la Copac met tout en œuvre pour offrir des produits sains aux consommateurs, elle fait face aux marchés informels très nombreux à Mayotte, notamment en bordure des routes. Concurrence déloyale, produits volés dans les champs, agriculture illégale, manque de contrôle sur la qualité des produits, autant de conséquences néfastes contre lesquelles les agriculteurs de la coopérative luttent au quotidien. De plus en plus, nous avons quand même des gens qui commencent à se responsabiliser et qui ont peur d'acheter ce genre de choses-là. Mais naturellement, si ça manque chez nous, ils vont dire on n'a pas le choix, ils vont quand même l'acheter là-bas. Donc nous, on a intérêt à vraiment produire en grande quantité et en bonne qualité pour pouvoir se battre contre ces marchés illégaux. Parce que si on ne le fait pas, c'est eux qui vont prendre par le dessus. Depuis 4 ans, la DAF accompagne la promotion des produits locaux et sensibilise les jeunes pour changer leur manière de consommer. Objectif de cette logique de développement durable, valoriser la consommation rationnelle, en respectant notamment la saisonnalité des produits. Oui, un joli reportage signé Daniel Dunon et Pierre Bellucci. On va faire coucou à nos invités. Ils sont avec nous, ils ont répondu à notre invitation. On va dire bonjour à Bastien Chaligiro, chef du service économie agricole de la DAF. Bastien, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et on a également Fouadi Salim, le président de la Copac, que tout le monde connaît. Président, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et on a également Anne-Marie Aurousseau, une nouvelle dans l'équipe. Elle est chargée de mission à l'ARS, et notamment à l'alimentation et à l'activité physique. Anne-Marie, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. On va commencer avec vous, puisque vous avez le micro. Quel est l'état des lieux de la malbouffe à Mayotte, si on ose s'exprimer ainsi ? Oui. Alors, juste peut-être, j'aimerais commencer par expliquer ce que c'est que la malbouffe, parce que c'est pas forcément évident. Donc, la malbouffe, ça désigne toute nourriture qui est produite industriellement et qui a une qualité nutritionnelle médiocre. Donc, des exemples types, ce sont les sodas, les chips, les fast-foods, etc. Et tous ces aliments, ils ont comme point commun d'être trop gras, trop sucrés ou trop salés, et de contenir un certain nombre d'additifs. Et c'est pour ça que consommés en excès, ils peuvent potentiellement être néfastes pour la santé. Alors, on a un sociologue qui s'est penché sur la question justement quel est l'état des lieux de la malbouffe à Mayotte et de l'alimentation en général. Donc, il a mis en évidence 2 principaux constats. Le premier, c'est que l'alimentation à Mayotte, elle reste quand même assez traditionnelle. Et c'est vrai que dans les familles, on consomme encore beaucoup de riz, on consomme des féculents locaux, les bananes, le fruit à pain, le manioc, le poisson, etc. Mais que parallèlement, on avait un modèle alimentaire qui tendait à s'occidentaliser et que notamment certains produits, ils s'étaient démocratisés très rapidement dans les consommations alimentaires et ils étaient rentrés complètement dans les mœurs. Alors on les connaît tous, ces exemples. Ce sont les sodas qui sont consommés de manière très importante, ce sont les mabawa, ce sont les frites surgelées, certaines sauces. Et donc bien entendu, ces nouveaux aliments comportent un risque pour la santé. Mais la malbouffe, Anne-Marie, ça date pas d'aujourd'hui. Le problème, c'est que nos gamins et parfois les adultes, moi-même, c'est bon un burger de temps en temps. Alors bien sûr, et il faut savoir qu'il n'y a aucun aliment qui n'est interdit. Un hamburger est tout à fait permis, de même qu'une pizza, de même qu'un soda. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des aliments qui sont à limiter et que c'est l'excès qui va être néfaste pour la santé. Donc c'est-à-dire, on peut manger un hamburger dans la semaine, mais si on en mange 7 soirs sur les 7 soirs, c'est là où ça va être compliqué. Ça coûte cher de mal manger ? Alors, l'idée commune, c'est plutôt que ça coûte cher de bien manger. Et même à Mayotte, on pourrait se poser la question de ça coûte cher pour certaines familles de manger à sa faim. On a des familles qui n'arrivent pas à manger à leur faim chaque mois. Donc, en fait, il est vrai que les aliments de bonne qualité vont être tendance à être un peu plus chers que les aliments de mauvaise qualité. Donc, la bonne viande qui a une bonne qualité nutritionnelle va être plus chère qu'un steak haché avec 20% de matière grasse qui a une qualité nutritionnelle médiocre. C'est pareil pour les légumes. Un légume qui a grandi avec beaucoup de traitements chimiques sur des grandes exploitations va être moins cher qu'un légume cultivé. Forcément. Voilà. Donc, ça a un coût. Mais néanmoins, c'est absolument pas une fatalité. Et avec des petits budgets, on peut faire des efforts au quotidien. Il y a des petites astuces qui permettent de manger à peu près équilibré et d'une bonne qualité. Dans quelques minutes, on va sortir les fourneaux et vous allez nous montrer comment on fait, Anne-Marie. Les campagnes de promotion de l'alimentation locale, il y en a actuellement à Mayotte. Bastien, elles visent quoi ces campagnes ? Ces campagnes visent justement, comme le disait Anne-Marie, à favoriser la connaissance des produits locaux auprès des Mahorais, à leur expliquer leur qualité nutritionnelle pour que progressivement
ils améliorent leur consommation de ces produits. Les produits locaux, on Bien parle sûr. des produits locaux parce que ce sont des produits en général frais et qui ont été cultivés par des agriculteurs, a priori, qu'on peut connaître. Mais ça ne garantit pas à 100% le fait qu'ils n'ont pas subi de traitement non autorisé. Et c'est pourquoi nous insistons aussi sur la traçabilité et les filières de qualité. Mais on ne peut pas, quand on s'arrête au bord de la route, acheter un kilo de tomates, demander la traçabilité de ce kilo de tomates. Ça paraît impossible. Et pourtant, c'est ce qui devrait pouvoir être fourni par le vendeur. Donc, je vais vous donner quelques exemples de campagnes qui ont été faites ou qui vont être faites. Donc, on peut noter la journée du goût, qui a été organisée pendant plusieurs années au lycée agricole de Coconi, notamment à destination des élèves et de leurs accompagnants et des parents. Des parents, bien sûr. Donc, il y a eu plusieurs éditions jusqu'en 2017. Et l'année dernière, nous avons lancé un appel à projet Bien manger et bouger à Mayotte pour favoriser la connaissance des produits et savoir comment on les utilise. Donc je peux donner plusieurs exemples. La mairie de Sada va sensibiliser les enfants et le public en organisant une semaine du goût sur la connaissance des produits locaux et en partenariat notamment avec la COPAC, puisqu'il faut bien intégrer aussi que la traçabilité se fait par des intermédiaires identifiés. Forcément. L'association Wikanet va faire la même chose en sensibilisant les enfants sur une alimentation saine et locale. Et enfin, la mairie de Bandrélé, à travers une opération assez originale de création de petites scènes artistiques ou de films pour sensibiliser les élèves du primaire et ceux du lycée sur l'agriculture et les produits locaux, en particulier les fruits et légumes, donc également en lien avec la COPAC. Tout ça en lien avec l'amélioration des pratiques sportives tous les midis. Et forcément, Fouadi Salim, comment on peut réussir à faire changer les habitudes alimentaires des gens en fait ? Bon, en fait, c'est déjà, dans un premier temps, à savoir que la COPAC, déjà, c'est une coopérative qui est là depuis 10 ans, donc qui est bien connue à Mayotte par la plupart des consommateurs qui sont sensibles à leur façon de consommer. Donc, ils savent directement d'où vient le produit qu'ils consomment. Donc, ils peuvent même voir le producteur venir livrer les produits à la COPAC. Du coup, ils peuvent être sensibles par rapport à ce qu'ils consomment. Bastien, il y a des filières sur lesquelles l'autonomie est possible à Mayotte ? Alors oui, mais ça dépend quelle filière. Donc, on ne peut pas répondre de façon globale, mais je peux vous dire c'est que structurellement, Mayotte ne pourra pas être autosuffisante sur tous les produits. Ce n'est pas possible. Donnez-nous un exemple de filière où on est autonome. Alors, il y a en gros deux exemples. Il y a les fruits et légumes et les productions vivrières, puisqu'on estime, même si on ne connaît pas tous les circuits de commercialisation, qu'on produit à peu près 70 à 80% de ce qu'on consomme. Et la filière œufs, où on est quasiment autonome. Et l'enjeu, c'est de maintenir cette autonomie tout en favorisant la structuration. Et on l'atteindra d'ici combien de temps, grosso modo ? En fait, c'est une question, je pense, d'années. Sur la filière œufs, c'est quasiment fait. Et pour la filière fruits et légumes et la filière œufs, l'enjeu aussi, c'est d'augmenter la consommation de ce type de produits et donc d'augmenter la production qui va en face. Parce que l'autosuffisance dépend aussi du volume de consommation. Forcément. Fouadi, quelles sont les difficultés des agriculteurs maraîchers aujourd'hui ? Les difficultés essentielles, c'est de pouvoir s'équiper un équipement pour pouvoir produire, avoir une production suffisante pour pouvoir déjà s'auto-payer, déjà avoir un cadre de vie comme tout le monde. Et puis investir aussi dans des nouveaux matériaux pour pouvoir produire en plus grosse quantité. Mais est-ce que là, c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue ? On va produire en plus grande quantité, donc on va être attiré, avoir envie d'utiliser certains produits, et le risque, il n'est pas là ? Non, en fait, on peut produire en plus grosse quantité en s'équipant d'une manière plus raisonnable. Par exemple, avoir des serres équipées des filets, par exemple, ça évite de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires. Parce qu'ici, on lutte beaucoup sur les mouches de fruits. Donc, du coup, ça limite déjà un insecticide en moins à utiliser. Donc là, c'est la saison de quoi, Fouadi ? Là, c'est la saison de la pastèque. Vous avez un peu de courge. C'est ça, il faut profiter en fait. Il faut profiter de ces moments-là. Et je suis certain qu'on s'adresse à n'importe quel agriculteur, tout le monde doit être capable de nous répondre. Alors, il y en a certains qui doivent bondir dans leur canapé parce que il y a des agriculteurs et certains, pour eux, la vie est très compliquée à cause de l'agriculture illégale. Bastien, il y a des opérations de lutte contre l'agriculture illégale et le déplantage. Sont-elles efficaces ? Alors oui, effectivement, ces activités non déclarées ou illégales posent un réel problème aux agriculteurs qui sont dans un circuit formalisé. Et c'est un gros souci à Mayotte. Mais je
peux vous dire qu'il faut distinguer plusieurs types d'activités illégales ou informelles. Il y a l'activité qui se pratique sur des lieux où c'est interdit, par exemple en forêt publique. Ouais. Il y a des agricultures qui se produisent par des personnes qui n'ont pas de titre de séjour, donc qui n'ont pas le droit de travailler. Il y a le cas où il n'y a pas de titre foncier par la personne qui va cultiver, donc elle n'a pas de bail ni de titre de propriété. Et enfin, il y a celles qui ne respectent pas le droit du travail, donc des gens sont salariés mais ne payent pas de cotisations, etc. Et donc pas déclarés. Voilà, pas déclarés. Donc pour ces différents types de sujets, on a des dispositifs de lutte. Donc on a des opérations de déplantage, comme vous avez dit, dans les forêts publiques. Donc il y a plusieurs opérations par an qui entraînent l'arrachage des cultures. C'est ça, le déplantage, c'est on passe par là et on arrache tout en fait. Hein. Exactement. Et donc ça, c'est des opérations assez lourdes. Il faut la coordination des services de l'ADAF, des forces de l'ordre, des forces de l'ordre et du conseil départemental et de l'ONF. Il y a également la lutte contre l'immigration clandestine qui se fait de manière générale, mais qui peut impacter les personnes qui travaillent dans les secteurs agricoles. Il y a eu presque 30 000 reconduites à la frontière l'an dernier. Donc indirectement, ça joue aussi sur ces personnes-là. Et enfin, il y a la lutte contre le travail non déclaré, donc, qui est effectuée par la DIECT, qui réalise un certain nombre de contrôles tous les ans dans les exploitations identifiées pour rappeler aux agriculteurs qu'ils doivent quand même respecter les règles du code du travail. Des actions que l'on voit souvent dans les actualités. Fouadi, cette agriculture illégale a quoi comme conséquence pour les agriculteurs légaux? En fait, vu que ce n'est pas des agriculteurs déclarés, donc je vais dire, ils n'ont pas les droits, ils ne payent pas les mêmes droits que nous qui déclarons nos ouvriers et que nos activités sont déclarées. Oui. Du coup, ça permet, en fait, ça empêche qu'on puisse se développer correctement. Anne-Marie, est-ce que l'agriculture illégale a aussi des conséquences sur les habitants de l'île ? Alors oui, potentiellement. Vous savez qu'en France, pour pouvoir commercialiser un produit alimentaire, il faut qu'il rentre dans un certain cahier des charges et qu'il respecte certaines normes. Oui. Alors le problème avec ces produits qui viennent de l'économie informelle, c'est qu'ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas tracés, ils ne sont pas suivis. Donc on ne connaît pas leur qualité nutritionnelle et donc potentiellement en fonction de ce qu'ils contiennent, ils peuvent être en dehors des normes françaises et comporter un risque sur la santé de l'individu qui va le manger, qui va le consommer. Oui, donc ce n'est pas que des produits qui peuvent être fabriqués ici ou qui peuvent être dangereux en fait. Ça peut venir aussi de l'extérieur. Oui, ça peut aussi venir de l'extérieur. Bien sûr. Et tout à fait. Comment empêcher ces marchés au bord de la route, Bastien ? Il y a plusieurs angles d'attaque. Il y a d'abord, je dirais, les citoyens qui peuvent être sensibilisés et donc être incités à demander à la personne qui voit en bord de route, qui vend des produits, d'où vient le produit et c'est l'autorisation de vendre. Si tout le monde fait ça, au bout d'un moment, ça peut avoir un impact. Mais après, il y a également l'action des forces de l'ordre. Vous avez un comité opérationnel départemental antifraude, le CODAF, qui coordonne les actions de tous les services de l'État et qui mène des actions ciblées plusieurs fois dans l'année. Il y a eu des opérations sur la tomate dans plusieurs marchés sur petite terre, enfin marchés de bord de route sur petite terre, grande terre et à Mamoudzou, où on a saisi plusieurs centaines de kilos de tomates et on a dressé des amendes de 450 € à certains vendeurs qui n'avaient pas d'autorisation. Il y a également eu une opération sur le poisson et les produits de la mer qui a permis la saisie de près de 700 kilos de poissons et la saisie du matériel de vente, les balances, les choses comme ça, et le produit de la vente. Et enfin... C'est vrai qu'on voit régulièrement dans l'actualité, dans les infos, les opérations du CODAF, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, je rappelle ce qui a été dit. Les gens qui vendent en bord de route doivent avoir un agrément et pouvoir justifier de la traçabilité des produits. Est-ce que c'est à nous, citoyens lambda, on s'arrête avec la voiture, on va voir le vendeur de tomates, on lui dit dis donc, René, est-ce que tu as ton agrémentation ou ton certificat ? Jamais on fait ça. Jamais. Non, est-ce que c'est à nous, citoyens, à jouer ce rôle ? Le citoyen peut être sensibilisé au même titre que les autres maillons de la filière. Mais il y a évidemment... Le sujet est tellement vaste à Mayotte qu'on ne pourra pas y arriver comme ça en faisant uniquement de la répression. Il faut également accompagner par des mesures d'accompagnement à la fois des vendeurs, aussi des agriculteurs. Et là, les collectivités locales ont leur rôle à jouer puisqu'elles peuvent organiser des marchés tournants, organiser des marchés couverts et gérer de la meilleure façon pour que les gens arrivent petit à petit à aller dans ces circuits-là. D'autant que la personne ne s'appelle pas forcément René en plus. Donc, on a Anne-Constance Onguena avec nous sur le plateau, on va en profiter. C'est la championne du monde des chiffres.
Anne-Constance, le surpoids à Mayotte est-il si important que ça? Oui, c'est 35% des hommes et 32% des femmes, ce qui veut dire quand même plus d'un tiers. Ah ouais. Le cas de diabète à Mayotte sont plus nombreux qu'en métropole? Oui, en métropole, le taux de prévalence c'est 5, à Mayotte c'est 10. Ça veut dire quoi? Parce le double. 5, 10, 22. Ouais. Ça veut dire qu'une personne sur 10 a du diabète et quand on passe la barre des 60 ans, c'est une personne sur 5. Ouais. Sur la lutte, excusez-moi, je vais un petit peu vite parce qu'on est déjà à la bourre, la lutte contre l'agriculture, s'il y avait un chiffre à retenir, ce serait lequel? 80 hectares de plantations l'an dernier déplantées et à plusieurs reprises pour arriver à les rendre à leurs occupants légaux, quelquefois la forêt tout simplement. Ouais, l'avenir c'est l'agriculture. Combien il y a de jeunes agriculteurs ou agriculteurs qui sont en cours d'installation? Alors dans les différentes étapes du processus, parce que c'est un travail qui prend un peu de temps, il y en a 26 en ce moment. Ben voilà, on sait tout. Merci à tous nos invités, car c'est déjà la fin de cette émission. Merci Fouadi, merci Anne-Marie, merci à Bastien, merci à vous Anne-Constance d'être venue sur ce plateau. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Agir pour l'environnement. Bien sûr que c'est possible d'agir pour l'environnement au quotidien. En tout cas, moi, j'y crois. Ciao, à la semaine prochaine.